antérieure, j'ai exploré de manière assez approfondie la distinction entre action de base et action non basique, ainsi que celle entre cognition de base et cognition non basique. En gros, la différence est la suivante. Une cognition non basique est une cognition qui est médiatisée à travers une autre cognition. Une action est non basique si, lorsque quelqu'un accomplit A, il existe quelque chose de différent de A qu'il réalise et à travers quoi A est accompli. Donc, les cognitions et actions de base sont définies par l'absence de toute cognition ou action intermédiaire. Il est très difficile de savoir si une action de base aurait pu être réalisée de manière non basique et inversement. Il en va de même pour les cognitions. Galilée a soutenu que nous sommes capables de connaître tout ce qui peut être connu, disons par Dieu, mais alors que la connaissance de Dieu est immédiate et intuitive, nous devons dans la plupart des cas procéder par inférence. Ainsi, Dieu pourrait connaître la température des planètes les plus éloignées de la même manière que nous savons que nous avons mal quelque part. Néanmoins, en principe, nous pouvons connaître tout ce que Dieu connaît, même si cela nécessite beaucoup de travail et le concours d'instruments divers. Telle était la foi cognitive de Galilée, mais cela signifie aussi que tout ce que Dieu réalise, il le réalise directement. Toutes ces actions doivent être des actions de base. Cependant, peut-être que grâce à une foi d'ordre pratique, analogue à la foi d'ordre cognitif de Galilée, il nous sera possible d'accomplir tout ce que Dieu accomplit, à condition d'avoir à notre disposition la technologie requise. La conviction que nous pouvons savoir et accomplir tout ce qui peut être su et accompli rejoint sans doute l'idée que Socrate se faisait de la connaissance ou de l'art. Ce que Ion accomplit, il accomplit sans recourir à un savoir ou un art. Il s'agit d'un accomplissement artistique de base. Mais il n'est pas exclu que la même performance puisse aussi être accomplie de manière non basique, à condition qu'on ait à sa disposition le savoir ou l'art capable de jouer le rôle de terme intermédiaire. On pourrait donc reformuler l'idée que le style, c'est l'homme. Il est pour ainsi dire la manière dont l'homme est fait, sans le bénéfice d'aucune capacité acquise autrement. Mais ce faisant, il semblerait que nous établissions une distinction désobligeante entre le style et la manière, puisque cette dernière est une réalisation non basique. Pour clore cet essai, il est intéressant de se demander quelle est la cause de cette opposition. Je crois que la réponse possède une importance humaine profonde, mais je soupçonne aussi qu'elle fait intervenir quelque chose qui est de l'ordre de la distinction entre l'art et le non-art. Au fil des pages, nous avons acquis l'habitude de comparer deux objets extérieurement indiscernables dont l'un est une œuvre d'art et l'autre non. Ce serait passionnant si l'on pouvait montrer que leur distinction, que nous avons liée à des différences de leur mode de production, était finalement due au fait que l'un est une réalisation de base alors que l'autre passe par la médiation du savoir ou de l'art. Bien sûr, il n'existe pas d'art sans connaissance, sans savoir-faire et sans entraînement. La possibilité de passer maître en une activité artistique donnée fait analytiquement partie de la notion d'art. Les questions de style, ou qui concernent les qualités que nous identifions comme relevant du style, ne se posent qu'à partir du moment où on sait par exemple dessiner ou exécuter une œuvre. C'est à cela que je pense lorsque je me réfère à des réalisations artistiques de base et à des réalisations non basiques. Je crois en effet que quelqu'un qui serait passé maître dans l'art du dessin pourrait être capable de dessiner, dans le style de Rembrandt par exemple. Cela veut dire que tout ce que Rembrandt était capable d'accomplir, quelqu'un d'autre pourrait l'accomplir aussi. C'est-à-dire qu'il pourrait dessiner exactement comme l'a fait Rembrandt, mais grâce à un savoir ou un art approprié. Il en va de même pour n'importe quel ensemble de qualités, d'une interprétation ou d'une représentation. Pour savoir s'il s'agit d'une affaire de style et donc de l'homme même, il faut savoir si ces qualités sont ou ne sont pas dues à l'art ou à la connaissance. Il faut évidemment se demander quelle est l'importance de cette différence du mode de production des œuvres pour leur appréciation, et notamment si elle intervient dans la question de savoir si une œuvre donnée est une imitation, si elle est réalisée dans le style de, et ainsi de suite. Pour se rendre compte que la question a quelque importance, il suffit de se rappeler que des problèmes analogues se posent dans la sphère du jugement moral. Aristote introduit une distinction subtile entre faire des actions tempérées et être une personne tempérée. Et il soutient que pour qu'une action possède une qualité morale, elle doit procéder du caractère de la personne qui l'accomplit, et qu'il ne suffit pas qu'elle remplisse les critères d'une action tempérée. Quelqu'un qui se borne à consulter une liste des actions qui sont censées accomplir les personnes tempérées, que sont censées accomplir les personnes tempérées,
et qui ensuite agit en conséquence n'est donc pas une personne tempérée. L'utilisation même d'une liste introduit une distance entre ce qu'on est et ce à quoi on aspire. Utiliser la liste est incompatible avec le fait d'être une personne tempérée. La même chose peut être dite pour de nombreuses qualités morales. Dans le cas de la bonté, du tact ou de la prudence, il est exclu qu'on puisse posséder ces qualités, c'est-à-dire être bienveillant, plein de tact ou prudent, si on se borne à faire les actions appropriées parce qu'elles se trouvent sur une liste. Ce qui est en cause, ce n'est pas seulement que l'existence de ces qualités implique l'absence de toute intervention d'une liste, mais aussi qu'une liste ne saurait jamais être exhaustive. Il n'existe aucun ensemble fini d'actions qui soit tel que toute action qui ferait partie de la liste serait bienveillante, et que toute action qui n'en ferait pas partie serait non bienveillante. Être bienveillant, c'est être créatif, c'est-à-dire être capable dans une situation nouvelle d'accomplir des actions que tout le monde reconnaîtra comme bienveillantes. Une personne morale est une personne intuitive, capable de juger correctement et d'accomplir les actions appropriées dans des situations où elle ne s'est peut-être jamais encore trouvée. La compétence morale est presque comme la compétence linguistique, au sens où cette dernière est caractérisée par la capacité de produire et de comprendre des phrases nouvelles dans une langue donnée, et de même que la compétence linguistique ne saurait consister dans la maîtrise d'une liste des phrases de la langue, la moralité ne saurait consister dans la maîtrise d'une liste des choses qu'il faut faire. Dans la République, Socrate, parlant des comportements de tous les jours, dit qu'il y aurait naïveté à ériger ces règles en loi, car ce n'est pas d'avoir été rédigé en forme de loi et gravé sur des tables, ni qui les fait exister, ni qui serait capable de les maintenir. L'enseignement passe par des exemples, mais en fin de compte, son but est de favoriser le développement du jugement, car c'est celui-ci qui devra mener son possesseur à travers des espaces moraux et légaux non structurés. Les exemples sont ainsi les trotteuses de la faculté de juger, écrit Kant, la distinction entre agir en vertu de principes et agir simplement en conformité avec eux, est la pierre de touche de son système moral, et dans une note peu amène de la critique de la raison pure, il ajoute: le manque de jugement est proprement ce que l'on appelle stupidité, et à ce vice il n'y a pas de remède. Une tête obtuse ou bornée, en laquelle il ne manque que le degré d'entendement convenable, peut fort bien arriver par l'instruction jusqu'à l'érudition, mais comme alors le plus souvent ce défaut accompagne aussi l'autre, il n'est pas rare de trouver des hommes très instruits qui laissent incessamment apercevoir dans l'usage qu'ils font de leur science ce vice irrémédiable. Ce concept de la faculté de juger est en rapport avec ce que Kant appelle la faculté de goût. En effet, le goût ne consiste pas simplement dans le fait, par exemple, d'arranger les choses avec goût, car il se pourrait qu'on ait simplement intériorisé un certain nombre de règles, une recette en quelque sorte, grâce à laquelle on peut réaliser des arrangements de bon goût sans posséder le moindre goût. L'intervention d'une recette de ce genre fait que l'arrangement n'est pas dû à l'exercice de la faculté de goût, elle est plutôt une preuve de l'absence de cette faculté. On a dit que certains peuples, alors même qu'ils possèdent un goût national remarquable, l'ont profondément ritualisé, en sorte que dans des situations qui s'écartent de manière significative de ce que les membres de la communauté ont appris, ils sont incapables de toute discrimination esthétique. Donc, comme le jugement chez Kant, comme l'esprit, le goût est quelque chose qui échappe au savoir ou à l'art, il se peut qu'il y ait un savoir ou un art qui garantisse que tout ce qui est exécuté en conformité avec lui sera de bon goût, au sens où n'importe quelle personne de goût trouvera qu'il s'agit d'une réalisation de bon goût. Mais le savoir ou l'art en question sont incompatibles avec le fait que la personne qui a réalisé l'arrangement grâce à leur médiation ait du goût. En fin de compte, quelque chose de ce genre vaut mieux pour les beaux-arts. On a accusé Bach de posséder une machine secrète capable de produire des fugues, un dispositif d'où les fugues sortaient comme des saucisses. En un sens, il ne servira à rien de déposer un brevet pour une telle machine. Cela ressemblerait à la poule aux œufs d'or, puisque tout le monde serait alors capable de produire toutes les fugues voulues. Ce serait une possibilité sans le moindre intérêt. Démontrer qu'une telle machine n'a pas existé, ou ne pourrait pas exister, a beaucoup moins d'intérêt que d'insister sur le fait que si elle existait, une personne qui s'en servirait aurait une relation très différente à ces fugues de celle que Bach entretenait avec les siennes. Par leur nécessité logique, les fugues mécaniques seraient dépourvues de style, puisque ce n'est qu'en l'absence des moyens mis en œuvre par la machine à écrire des fugues, c'est-à-dire des règles, listes et codes, qu'il peut y avoir un style.
N'importe qui pourrait réaliser une cravate peinte comme celle créée par Picasso, et pourtant, quelle que serait sa ressemblance avec celle de Picasso, elle serait dépourvue de style. On sait qu'un jour, Picasso confia plein de malice à Kahn Weiler que maintenant qu'il avait vendu sa licence pour peindre des guitares, il était riche. Il existe une recette artistique qui illustre à merveille ces phénomènes. C'est celle qui consiste à reproduire exactement une œuvre donnée, quel que soit le style de l'œuvre originale. Sa reproduction sera logiquement dépourvue de style. Elle pourra peut-être exhiber un style, mais elle n'en possédera pas puisqu'elle doit son existence à une formule. Cela dit, deux œuvres peuvent évidemment être parfaitement semblables et partager le même style. David Pierce m'a dit que Austin avait coutume d'improviser ses conférences, et pourtant elles étaient toutes pareilles, ce qui ne veut pas dire qu'ils se répétaient. Ad Reinhardt est l'auteur d'un certain nombre de carrés noirs qui se ressemblent tous, mais dans la mesure où ils sont tous dus à la même impulsion créatrice, il ne s'agit pas de duplication, et chacun d'entre eux entretient la même relation avec l'artiste. On pourrait dire la même chose au sujet de Morandi. Ces peintures de bouteilles se ressemblent, ou pourraient se ressembler parfaitement, mais chacune résulte de la même inspiration artistique, et leur ressemblance réciproque ne met nullement en danger leur style. On peut donc opposer ces artistes à Chagall, qui avait peut-être autrefois un style, mais a fini par n'avoir plus qu'une manière, et qu'on a accusé souvent de s'auto-plagier, ou du moins de se répéter, bien que ces tableaux se ressemblent peut-être moins que les œuvres de Morandi ou de Reinhardt. Il s'agit donc de savoir pour quelle raison le fait de se répéter de cette façon est considéré comme tellement dommageable pour le statut de l'artiste et de son œuvre, au point de lui enlever toute dimension stylistique. Revenons à l'idée selon laquelle le style c'est l'homme. Alors qu'un homme peut posséder de multiples propriétés externes et variables, le style se réfère à des qualités qui lui appartiennent essentiellement. Il y aurait donc une opposition entre le style et le mode, et la mode. Cette dernière étant par définition passagère et éphémère. Comme il y en a une entre le style et la manière se parent des oripeaux du style, alors qu'elle est séparée par un gouffre de l'homme, même gouffre que le savoir ou l'art sont censés combler. Donc, lorsque quelqu'un peint dans le style de Rembrandt, il a adopté une manière, et à cet égard au moins, il n'est pas immanent à son œuvre de la même manière que l'a été Rembrandt. La référence à l'immanence est justifiée par l'identité qui existe entre l'homme et son style. L'homme et son style. En vertu de la transitivité de l'identité, on peut dire que Rembrandt est son œuvre, considérée d'un point de vue du style. Je vais explorer quelque peu ces notions, mais je préviens le lecteur que je procéderai de manière très spéculative, dans la mesure où l'argumentation que je devrais développer appartient à un tout autre domaine, et que je ne peux qu'y faire allusion ici. Qu'est-ce que l'homme même en réalité? J'ai défendu une théorie d'après laquelle nous sommes des systèmes de représentation, des manières de voir le monde, des représentations incarnées. Il est certain qu'en fin de compte, une telle théorie, quel que soit son intérêt philosophique, est d'ordre empirique, mais le type de preuve conceptuelle que j'ai donné relève du domaine de l'intentionnalité. J'ai soutenu par exemple que pour des propositions psychologiques du genre M croit que S soit vrai, M doit se trouver dans l'état propositionnel que la proposition S dépeint, la croyance étant vraie si l'état propositionnel dépeint par S est vrai. Il existe deux sortes de preuves qu'on peut avancer en faveur d'une théorie des états propositionnels. La première est due à la psycholinguistique, qui soutient que pour que certaines compétences humaines élémentaires soient explicables, il faut qu'il existe un langage de la pensée. Pour que le raisonnement ainsi que des phénomènes comme la croyance justifiée et donc la connaissance, ou encore la conduite justifiée et donc l'action, puissent exister, les pensées doivent avoir une structure propositionnelle. Les différents états mentaux doivent être reliés à la fois causalement et logiquement. L'autre preuve est due à Freud. Certaines chaînes associatives, comme celles qui sont décrites dans la psychopathologie de la vie quotidienne, sont construites à partir de jeux de mots et de ressemblances phonologiques. De même, certains rêves sont des transformations calambouresques de pensées inconscientes. De tels jeux de mots ne sont évidemment possibles qu'à condition que les pensées non seulement soient composées de mots, mais encore possèdent la même imagerie acoustique que les mots prononcés. Bien sûr, Freud fait aussi référence à des calembours visuels. Quoi qu'il en soit, je défends la théorie que nous sommes des systèmes représentationnels, qu'il s'agisse de systèmes verbaux ou d'images, ou encore, ce qui est plus probable, d'un mélange des deux.
En bref, ma vision des choses est une extension de la thèse de Peirce, selon laquelle l'homme est la somme de son langage. Parce que l'homme est un signe. Les phénomènes freudiens en particulier nous forcent à accepter l'idée que les représentations possèdent certaines propriétés qui sont irréductibles aux propriétés représentationnelles elles-mêmes. Pour expliquer la structure mentale d'une personne, il ne suffit pas de prendre en compte le contenu de ses représentations. Il faut tenir compte aussi de la manière dont elle les représente. Par style, j'entends justement cette manière dont un homme représente tout ce qu'il représente. Si l'homme est un système de représentation, son style est le style de ses représentations. Le style d'un homme est, selon la très belle formule de Schopenhauer, la physionomie de l'âme. Et je soutiens que dans l'art tout particulièrement, le style se réfère à cette physionomie externe d'un système de représentation interne. Bien entendu, nous parlons aussi du style d'une époque ou d'une culture, mais la référence ultime de ces termes, ce sont les modes représentationnels partagés qui déterminent l'appartenance à une époque donnée. J'ai dit plus haut que les structures conceptuelles des périodes historiques et des personnes humaines étaient suffisamment similaires pour qu'il soit légitime de dire qu'une époque historique possède un côté inférieur, intérieur et un côté extérieur, une sorte de surface accessible à l'historien et une sorte d'intériorité qui appartient à ceux qui vivent à l'époque en question, ceux qui ressemblent de près à la distinction entre les aspects intérieurs et extérieurs de la personnalité humaine, mais je me bornerai ici pour l'essentiel au style individuel, laissant pour une autre occasion l'élaboration et la justification de ces analogies. Si le concept de style, tel que je viens de le développer, est valable, on doit pouvoir le relier au genre de relation examiné plus haut, qui implique l'absence de tout savoir ou art ayant une fonction de médiation. Encore une fois, il se peut que les analogies soient forcées, et ma théorie est peut-être extrêmement spéculative, mais quoi qu'il en soit, revenons au concept de croyance. Lorsque quelqu'un croit que S, il croit que S est vrai. La pratique linguistique reflète ce fait, puisqu'en général, on ne dit pas qu'on croit que S, on agit tout simplement comme si S était vrai. Et donc comme si le monde était ainsi fait. Donc par nos pratiques, nous référons au monde plutôt qu'à nos croyances. Et nous avons l'impression que nous décrivons la réalité et non pas que nous confessons. En tout cas, cette analyse pourrait expliquer l'asymétrie bien connue qui existe entre l'assomption et l'attribution d'une croyance. Je ne saurais dire sans contradiction que je crois que S, même que S est faux, alors que je veux fort bien dire que quelqu'un d'autre croit que S, mais que S est faux. Lorsque je me réfère aux croyances d'un autre homme, je me réfère à lui. En revanche, lorsque cet homme exprime ses propres croyances, il ne réfère pas à lui-même, mais au monde. Les croyances sont transparentes pour celui à qui elles appartiennent. Il lit le monde à travers elles, sans les lire, mais elles sont opaques pour les autres. Ils ne lisent pas le monde à travers ses croyances, ils lisent, pour ainsi dire, ses croyances. Mes croyances sont donc invisibles pour moi, jusqu'à ce que quelque chose me les rende visibles, de sorte que je puisse les contempler de l'extérieur. Ce phénomène a lieu généralement lorsque la croyance échoue à s'ajuster au monde. Cet accident me force à me détacher de mes objets coutumiers et à me tourner vers moi-même. Ainsi, la structure de mes croyances ressemble à la structure de la conscience telle qu'elle a été décrite par les grands phénoménologues. La conscience n'est pas un objet pour elle-même, de la même manière que les choses du monde sont un objet, sont ses objets. Au sens où elle est conscience d'objet, elle n'est pas conscience d'elle-même, ou lorsqu'elle est conscience d'elle-même, c'est en ce sens différent de l'expression de, un phénomène que Sartre identifie avec précision dans ses discussions par l'expression conscience de soi, et qui l'oppose à la conscience de X, X étant un objet. En d'autres termes, en tant que conscience, je ne me vois pas de l'extérieur, je suis un objet pour les autres, mais non pas pour moi-même. Et lorsque je suis un objet pour moi-même, je suis déjà au-delà de cet objet. Ce qui est devenu visible, ce n'est déjà plus moi, du moins pas tel que je me vois à l'intérieur. Mais je pense que ceci vaut aussi en grande partie pour mes représentations. Je représente le monde et non pas mes représentations du monde. Pour en revenir à Schopenhauer et à ce qu'il dit de la physionomie, mon visage est visible pour les autres, mais non pas pour moi. Et aucune certitude interne ne me dit que le visage que je contemple dans le miroir est le mien. Il me faut un effort particulier pour prendre conscience de mes représentations, et je dois accomplir un acte d'identification complexe pour pouvoir les accepter comme étant les miennes. C'est sans doute la complexité de cette identification qui rend la psychanalyse tellement complexe du point de vue philosophique. Quoi qu'il en soit, il me semble que ce que nous appelons le style, ce sont ces qualités des représentations qui sont l'homme même
mais vue de l'extérieur, sous l'angle physionomique. La raison pour laquelle il ne saurait y avoir un savoir ou un art du style, alors que c'est possible pour la manière, et que les aspects extérieurs de ces représentations ne sont en général pas accessibles à l'homme, à qui elles appartiennent. Il voit le monde à travers ces représentations, sans les voir, elles. Les qualités de ces représentations peuvent être découvertes par les autres, mais non pas par lui, et l'intervention d'un savoir ou d'un art implique justement qu'elles soient vues de l'extérieur, ce qui est incompatible avec le fait qu'elles soient son style. Donc, pour que les qualités représentationnelles puissent être son style, elles doivent être exprimées directement et spontanément. Quelque chose du même ordre vaut pour l'époque historique, considérée comme une entité. Ce n'est que pour l'historien qui la voit de l'extérieur qu'il s'agit d'une époque. Pour ceux qui l'ont vécu de l'intérieur, il s'agissait simplement de la manière dont ils vivaient leur vie. Si on leur demande plus tard à quoi ressemblait la vie à cette époque, ils peuvent répondre de l'extérieur du point de vue de l'historien, mais de l'intérieur, aucune réponse ne saurait être donnée. Les choses étaient simplement ainsi. Autrement dit, chaque fois que les contemporains d'une époque historique donnée sont capables de donner une réponse en des termes qui satisfont l'historien, cela veut dire que l'époque en question se montre de l'extérieur et donc est d'une certaine manière révolue. Ainsi, ce qui est intéressant et essentiel dans l'art, c'est la capacité spontanée qu'a l'artiste de nous amener à voir sa manière de voir le monde, de ne pas uniquement voir le monde comme si la peinture était une fenêtre, mais le monde tel que l'artiste nous le donne. Nous ne voyons pas simplement une femme nue assise sur un rocher comme le feraient des voyeurs jetant un coup d'œil à travers un trou de serrure. Nous la voyons en tant qu'elle est vue avec amour grâce à une représentation magiquement enchâssée dans l'œuvre. Nous ne la voyons donc pas comme Rembrandt l'a vue, car il l'a simplement vue avec amour. La grandeur de l'œuvre réside dans la grandeur de la représentation qu'elle matérialise. Si le style c'est l'homme, la grandeur du style est la grandeur de la personne. La structure du style est comme la structure d'une personnalité, et apprendre à reconnaître un style n'est pas un exercice simplement taxinomique, c'est plutôt comme apprendre à reconnaître les traits ou le caractère d'une personne. Attribuer une œuvre à un artiste est quelque chose d'aussi complexe qu'attribuer un acte à une personne, alors que nous sommes dans l'incertitude quant à son auteur. Dans le dernier cas, nous devons nous demander si l'acte est cohérent avec le caractère de la personne. Dans le premier, si l'œuvre est cohérente avec le corpus des œuvres connues. Ce concept de cohérence n'a pas grand-chose à voir avec la cohérence formelle. Il s'agit plutôt de celle que nous invoquons lorsque nous disons qu'un tapis ne va pas avec l'ameublement d'une salle, ou qu'un plat ne va pas avec le caractère général d'un menu, ou encore qu'un homme est déplacé parmi ses pairs. Ce qui est en jeu, c'est l'harmonie du goût, et elle ne saurait être réduite à une formule. Il s'agit certes d'une activité gouvernée par des raisons, mais pour qu'elle puisse convaincre quelqu'un, il doit déjà savoir juger ou avoir du goût. À première vue, la boîte Briot semble faire son entrée dans le monde de l'art avec la même incongruité tonique que les figures de la comédie dell'arte sur l'île d'Ariane dans l'opéra de Strauss. Sa demande semble être à la fois révolutionnaire et risible. Elle ne veut pas renverser la société des œuvres d'art, mais demande plutôt son admission, prétendant occuper la même place que les objets les plus sublimes. Pris de vertige en un premier moment, nous pensons que le monde de l'art ne peut être qu'avili par cette prétention. Il semble hors de question qu'un objet aussi bas et lumpen puisse être rehaussé en y étant admis. Puis nous réalisons que nous avons confondu l'œuvre d'art boîte Briot avec sa réplique vulgaire dans le monde commercial. L'œuvre justifie sa prétention à être de l'art en proposant une métaphore effrontée, la boîte Briot comme œuvre d'art. Et en fin de compte, cette transfiguration d'un objet banal ne transforme en rien le monde de l'art. Elle ne fait que rendre conscientes les structures de l'art, étant entendu que cette métaphore n'était possible qu'après tout un développement historique. Dès lors qu'elle était possible, quelque chose de l'ordre de la boîte Briot était inévitable et en même temps sans objet. Inévitable parce que le geste devait être accompli à l'aide de la boîte Briot ou à l'aide d'autre chose. Sans objet parce qu'une fois un tel geste rendu possible, il n'y avait plus aucune raison de l'accomplir. Mais je parle en philosophe, construisant le geste en question comme un acte philosophique. En tant qu'œuvre d'art, boîte Briot ne se borne pas à affirmer qu'elle est une boîte Briot dotée d'attributs métaphoriques étonnants. Elle accomplit ce que les œuvres d'art ont toujours accompli, c'est-à-dire
qu'elle extériorise une manière de voir le monde. Elle exprime notre époque culturelle de l'intérieur. Elle est un miroir qui se propose de piéger la conscience de nos rois.